Bonjour à tous, je suis Stéphanie Voisin, enseignante-chercheuse à la faculté de langue de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Et au nom de mes collègues de recherche, Lucia Huitzil Almonte, qui est étudiante en fin de licence, et María Eugenia Olivos Pérez, qui est aussi enseignante-chercheuse dans la licence en enseignement du français, je vais vous présenter la conférence intitulée Stratégie sociale dans la licence en enseignement du français en modalité virtuelle. Bien. Nous avons décidé d'effectuer cette recherche car nous considérons important de déterminer dans quelle mesure l'interaction entre les apprenants et le sentiment d'appartenance à un groupe influe sur la qualité de l'apprentissage des étudiants, ainsi que d'identifier si les stratégies sociales sont développées par les étudiants de la LEF. Je répète, c'est la licence en enseignement du français qui prépare de futurs enseignants de français langue étrangère. Notre problématique s'inscrit dans la pandémie due au Covid-19, au cours de laquelle les étudiants de la LEF, de la faculté de langue de la UAP, ont fait face très soudainement à différents changements liés au fait qu'ils sont passés des cours présentiels auxquels ils étaient habitués pendant toute leur scolarité aux cours virtuels dans lesquels l'apprentissage est mené derrière un ordinateur, que ce soit en mode synchrone ou asynchrone. Les universitaires de la LEF ont eu à affronter chez eux des problèmes d'Internet, des bruits de voisinage, des difficultés économiques et familiales, ou encore des problèmes de santé. Et nous sommes témoins que l'adaptation au cours en ligne a posé de nombreux problèmes. Et ce, non seulement à la LEF, mais dans tous les niveaux éducatifs et dans tous les pays, non? L'un des changements les plus drastiques est que l'interaction sociale propre à la salle de classe est devenue pratiquement inexistante. Cela fait qu'apprendre à apprendre devienne très différent pour les étudiants qui étaient habitués à un contexte éducatif marqué par l'interaction avec les amis, les camarades, les professeurs et, en somme, tout le milieu scolaire. Avoir vécu et expérimenté cet apprentissage peu conventionnel a mis en évidence des failles dans la relation didactique, notamment le fait que le professeur ne connaît pas toujours les apprenants et que ceux-ci ne connaissent pas leur professeur, car ils n'ont pas eu d'interaction présentielle avec lui. La situation est la même entre les étudiants, puisque les interactions uniquement à visée didactique entraînent une relation circonstancielle mue par la nécessité de faire des tâches d'apprentissage en commun. De plus, dans ce cas, lors même des sessions de travail synchrones qui auraient dû favoriser la prise de parole, ne serait-ce que pour répondre aux questions posées par l'enseignant ou exprimer des doutes, régnait très souvent le silence. Le manque de participation des apprenants, les caméras éteintes, les problèmes d'interaction et l'apathie durant le travail en équipe, ou encore le manque d'empathie entre les apprenants, nous ont amené à vouloir analyser l'importance d'appliquer des stratégies sociales pendant les cours en ligne pour favoriser l'apprentissage coopératif de la langue française chez les étudiants de la LEF. Notre question de recherche essentielle est justement quelle est l'importance des stratégies sociales dans le processus d'apprentissage de la langue française en ligne, afin d'analyser l'importance de la mise en œuvre des stratégies sociales dans les modalités virtuelles et présentielles et leur relation avec les habiletés sociales de l'étudiant. Je souhaite reprendre ce concept de stratégie sociale qui quelquefois est confondu avec stratégie plus émotionnelle. Donc, les stratégies sociales consistent à interagir lors d'un échange qui se déroule entre une ou plusieurs personnes, ce qui requiert le langage comme outil privilégié de la communication, permettant notamment de s'engager dans des activités collectives, comme le travail en équipe, qui rend possible la réussite d'un apprentissage coopératif. L'usage de ces stratégies génère des sentiments d'appartenance et de relation, de reconnaissance et de relation avec soi-même en s'appuyant principalement sur la coopération, l'empathie et le questionnement pour résoudre ses doutes. Ces stratégies sociales, donc en règle générale, aident les apprenants à apprendre à travers leur interaction avec les autres. Et Oxford nous donne des exemples de ces stratégies sociales. Nous allons en voir quelques-unes. La première, c'est poser des questions, ce qui met en place des processus interactifs d'apprentissage et de résolution de problèmes.
Donc, ça peut être pour une demande de clarification, de vérification ou de correction. On peut demander à l'orateur de répéter, de paraphraser, d'expliquer, de parler plus lentement, de donner des exemples, etc. La deuxième stratégie est la coopération avec les autres. Cet ensemble de stratégies consiste à interagir avec une ou plusieurs personnes pour améliorer leurs compétences linguistiques. Ces stratégies sont la base de l'apprentissage coopératif des langues qui non seulement augmentent les performances linguistiques des apprenants, mais améliorent également leur estime de soi et leur acceptation sociale. Elles sont classées en deux catégories, la coopération avec les pairs, qui consiste à travailler avec d'autres apprenants donc pour améliorer les compétences linguistiques. Ça peut être un partenaire d'apprentissage régulier, temporaire ou un petit groupe. Et cette stratégie implique souvent de contrôler les impulsions vers la compétitivité et la rivalité. Il s'agit aussi de la collaboration avec les utilisateurs compétents de la nouvelle langue, que ce soit des natifs ou d'autres utilisateurs, généralement en dehors de la classe, et ça implique de porter une attention particulière au rôle conversationnel de chaque personne. La stratégie suivante consiste à appartenir à un groupe de travail, le fameux travail collaboratif. Et je voudrais ajouter donc notre référence principale qui est Maslow, qui détermine les besoins sociaux des individus en trois catégories. Les besoins d'appartenance et de relation, car les humains ont besoin de sentir leur appartenance à un groupe pour ne pas se sentir différents ni rejetés. Le besoin d'être reconnu, dans ce sens, le message réitéré à l'apprenant est un message de reconnaissance, valorisant, car lui montrant qu'il existe, qu'il est vu, reconnu, qu'on le voit travailler, qu'on le voit faire des efforts et progresser. Et le besoin de réalisation de soi, l'apprenant ayant besoin de sentir qu'il fait quelque chose d'utile, qui a du sens pour lui-même, qui est pertinent et qui permet de progresser. Bien. Une autre stratégie est l'empathie. L'empathie envers les autres, qui est la capacité à ressentir les émotions de quelqu'un d'autre, à se mettre à sa place. On distingue l'empathie cognitive, qui consiste à comprendre les idées de quelqu'un d'autre, et l'empathie émotionnelle, qui consiste à partager ses sentiments. J'insiste aussi sur la distinction entre les stratégies sociales et les stratégies affectives qui pourraient être confondues. Les stratégies affectives sont plus personnelles, elles aident à contrôler les sentiments, la motivation et l'attitude, elles visent à améliorer l'état mental et psychologique dans lequel se produit l'apprentissage et on peut les classer en tant que motivation et contrôle de l'anxiété, alors que les stratégies sociales impliquent la société elle-même et visent à aider les apprenants à apprendre à travers l'interaction avec les autres, à savoir vivre ensemble, à comprendre, coopérer pour un bien commun. Ces stratégies sont poser des questions, collaborer et montrer de l'empathie. Bien. Notre méthodologie est une méthodologie qualitative, concrétisée par l'élaboration de 9 questions ouvertes, appliquées dans un groupe focal en automne 2022. Ce groupe focal était composé de 6 étudiants de la LEF, appartenant aux générations 2018 et 2019, afin de favoriser l'échange d'expériences authentiques sur l'apprentissage en modalité virtuelle. Nous avons analysé les réponses en nous centrant sur les thèmes ressortant des réponses grâce à l'identification de patrons, de catégories pertinentes en relation avec les difficultés d'ordre social. Ces questions ont été posées en espagnol pour éviter tout obstacle à la communication. Donc, elles apparaissent ici en espagnol. Question 1, ¿qué es para ti la interacción social? Et donc, j'ai détaillé les réponses sur les diapositives. La plupart des intervenants ont répondu que l'interaction sociale est un processus dans lequel au moins 2 personnes échangent des idées, des expériences, des connaissances, des sentiments de manière conjointe. 3 des personnes interrogées ont ajouté que l'interaction doit se donner dans un lieu et un moment déterminé, autrement dit en face à face. Donc, il y a un consensus, une bonne compréhension de ce qu'est l'interaction sociale.
Question 2, ¿en qué momento podías interactuar con tus compañeros o amigos de la universidad en clases virtuales? Donc, l'objet des interactions générales dans les cours virtuels était d'interagir avec les amis ou les collègues dans le cadre d'un travail en équipe. Et il existait une communication externe à la classe uniquement avec les camarades connus, par le biais de messages s'il y avait des doutes. La moitié des apprenants ont mentionné que l'objectif d'un travail en équipe avec des collègues non familiers était de mener à bien la tâche assignée par le professeur, car après ça, ils terminaient la réunion en éteignant leur microphone, donc il n'y avait pas d'interaction entre eux. Question 3, ¿te gustaba trabajar en equipo en clases virtuales? ¿Por qué? Les 6 apprenants interviewés ont répondu qu'ils aiment travailler en équipe pour réussir la tâche ou atteindre l'objectif didactique quand l'équipe est constituée d'étudiants connus pendant les cours présentiels avant la pandémie, quand les membres de l'équipe de travail sont disposés à coopérer, même lorsqu'ils ne se connaissent pas bien, quand il existe la possibilité de choisir les personnes pour former une équipe, quand la participation est générale. Et ils ajoutent qu'ils détestent travailler en équipe quand les participants n'ont pas envie de participer ni de coopérer, ce qui est un reproche très général. Question 4. ¿Te sentías cómodo cuando te tocaba trabajar con compañeros que no conocías en clases virtuales? Selon les témoignages partagés par nos étudiants, le travail en équipe en modalité virtuelle a été peu agréable, en particulier quand ils ne connaissaient pas là ou les personnes avec qui ils devaient faire équipe, car ils n'arrivaient pas à générer une conversation. Ils mentionnent également qu'ils préféraient maintenir leur caméra éteinte. Donc, il y avait ce manque d'envie de dialogue, non? Par contre, dans les cas où l'interaction sociale repose sur une réciprocité des échanges, concrètement, lorsque les membres de l'équipe font passer des messages et répondent à des messages, c'est-à-dire quand il existe réellement un événement dialogique, interviennent naturellement des stratégies sociales. Donc, on doit voir s'exprimer un engagement de l'intervenant à assumer les fonctions de locuteur et interlocuteur. Donc, il doit y avoir un engagement. Et dans ce cas-là, les étudiants sont participatifs. Question numéro 5. ¿Crees que el trabajo en equipo en cursos virtuales te permitió desarrollar la cooperación? La plupart du temps, le travail en modalité virtuelle synchrone consistait à diviser en parties le travail, donc chacun devant faire une tâche déterminée, puis à les unir. Ce qui ne les satisfaisait pas, ça veut bien dire qu'ils ont une idée précise des objectifs du travail en équipe et savent qu'il ne s'agit pas de répartir des tâches individuelles, mais bien de partager des idées, de discuter, d'interagir, de collaborer pour atteindre le résultat le plus pertinent en relation aux objectifs d'apprentissage fixés. Les apprenants ont mis l'accent sur les personnes qui constituent l'équipe de travail et ils insistent sur le fait que la qualité de l'élaboration de la tâche d'apprentissage dépend du comportement des intégrants. Donc, selon leur expérience durant la pandémie, en général, le travail en équipe dans les cours en ligne était conformiste et individualiste. Donc, on faisait le minimum pour atteindre un objectif très réduit. En ce qui concerne la question 6, ¿qué diferencias encuentras entre trabajar en equipo de manera presencial y virtual? Donc ici, vous voyez un tableau qui sépare ce qui caractérise les cours virtuels à gauche, des cours présentiels à droite. Dans les cours virtuels, il faut attendre un peu plus de temps pour obtenir une réponse des camarades. On ne peut pas s'enrichir de l'échange d'idées, car il peut y avoir des problèmes techniques. Les cours sont plus rapides et stressants. Il est difficile de prêter attention aux professeurs ou aux autres camarades. Il y a peu de coopération. Bien qu'on soit intégré à une équipe de travail, la responsabilité retombe sur une personne qui est en général celle qui prend les initiatives. On ne peut pas savoir si nos camarades nous entendent et se concentrer sur la langue française est plus difficile car il y a beaucoup de distracteurs comme la famille, les bruits du voisinage, la télévision ou encore autre chose. Au contraire, dans les cours présentiels, l'interaction est plus rapide, ce qui permet aussi une meilleure compréhension et communication. Il y a davantage de coopération, bien sûr, puisque là, on ne peut pas éteindre la caméra ou s'abstraire de la situation de communication. Il existe davantage de confiance, car on peut voir les gestes de la personne
savoir si elles prêtent attention, on connaît mieux les autres et on peut former soi-même des équipes de travail, on s'exprime plus facilement, la classe en général est plus amusante et dynamique et la responsabilité, cette fois, elle est partagée par tous les membres de l'équipe car ils sont obligés de coopérer. En ce qui concerne la question 7, según tu experiencia, pertenecer a un equipo de trabajo y tener una interacción social te permitirá tener una mejor adquisición del lenguaje, en este caso français. Les apprenants utilisent le travail en équipe comme un moyen pour corriger les erreurs et en diminuer le nombre, c'est-à-dire pour développer les compétences langagières en langue française. Et dans ce cas, l'équipe est un espace de soutien pour éclaircir ses doutes concernant des thèmes, que ce soit de grammaire, de phonétique ou de syntaxe principalement. ¿Crees que la falta de interacción cara a cara en los cursos virtuales ha afectado tu proceso de aprendizaje de francés? En modalité présentielle, les étudiants avaient davantage de confiance en leur capacité pour parler en français, car ils pouvaient voir l'expression, les actions du professeur, des collègues. Ils pouvaient voir si les autres étaient attentifs aux idées, aux commentaires échangés. Donc, il y avait cette interaction aussi bien par le langage que par les gestes, les mimiques. Donc, on voit ici l'importance de tisser des relations avec l'autre personne, comme Maslow l'avait mentionné. Il y a toujours le risque d'une personne qui se sente rejetée, alors qu'une interaction face à face permet une reconnaissance et permet de se sentir valorisé. Question 9. ¿Cómo se podría optimizar la interacción social para mejorar el aprendizaje de la lengua francesa en cursos virtuales? Là, on peut dire que la plupart des apprenants ont mentionné que le manque d'interaction était dû à plusieurs facteurs. Le fait que le professeur donne davantage d'importance à la production écrite, alors qu'il pensait plus pertinent d'effectuer la tâche à l'oral. La création de trop nombreuses équipes, donc de 6 ou 7 membres, ce qui est considéré comme trop élevé, le manque de participation, de coopération. Chaque participant a mentionné différentes conditions qui pourraient aider à optimiser l'interaction dans la salle de classe pour favoriser l'apprentissage de la langue française. En tout premier lieu, que les apprenants soient plus responsables de leur propre apprentissage, que les équipes soient créées par le professeur aussi, pour éviter justement que ce soit toujours les mêmes personnes qui travaillent ensemble, donc pour intégrer tout le monde, que les étudiants soient obligés de maintenir leur caméra allumée, donc pour renforcer ce qui vient de notre vue, ce qui permettrait de voir que les autres nous comprennent, nous suivent, interagir et obtenir cette reconnaissance et cette identité de groupe, qu'il y ait beaucoup d'activités, plus de production orale qu'écrite, et que les TIC soient utilisés pour les simulations pour avoir davantage de dynamisme et de travail coopératif. En somme, les stratégies sociales sont plus compliquées à mettre en œuvre dans les cours en ligne que dans les cours présentiels. En effet, ça se produit surtout quand l'interaction est exclusivement orientée vers la réussite d'une tâche désignée par l'enseignant, suivant une modalité de travail en salle de réunion durant une durée limitée au temps considéré par l'enseignant comme suffisant pour terminer l'activité. Ça fait en effet obstacle à la création de liens d'amitié, à la construction d'un sentiment d'appartenance, à la cohésion groupale, et ça freine considérablement l'empathie. Finalement, il ressort que si les stratégies sociales ne sont pas utilisées correctement, les apprenants travaillent individuellement et s'isolent. Enfin, nous pensons qu'une analyse de l'importance des stratégies sociales dans la salle de classe devrait nous permettre, en tant que professeurs, d'optimiser les activités en groupe et de favoriser les interactions collaboratives, permettant un apprentissage plus agréable dans une ambiance harmonieuse. Bien, nous terminons avec nos références que vous pourrez consulter. Nous espérons que cette conférence vous aura intéressé et que nous nous verrons très bientôt pour échanger sur ce thème. À bientôt.